Ravi de vous retrouver sur ce plateau d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une, la cérémonie de sortie de promotion des opérateurs stagiaires de l'école minière Seno Mining School a eu lieu ce mardi 30 décembre 2025 à Niamana en présence de plusieurs opérateurs miniers du Mali et d'ailleurs. Le reportage est signé Amadou Kamara Abdoulaye Sogodougou. Pour pallier à ces problèmes de main-d'œuvre locale qualifiée, le centre de formation situé à Niamana, Seno Mining School, forme des opérateurs stagiaires à la conduite d'engins lourds, préparant ainsi l'avenir promoteur des mines au Mali. C'est un immense plaisir de nous réunir aujourd'hui pour célébrer l'aboutissement d'un parcours exigeant, la remise de vos attestations d'opérateurs d'engins miniers, de mécaniciens d'engins de chantier, d'opérateurs logistiques, des techniciens en management de la qualité de l'hygiène et de la sécurité santé au travail. Aujourd'hui, nous ne remettons pas seulement un document administratif, mais nous certifions une compétence, une maîtrise et par-dessus tout une responsabilité qui exige une certification rigoureuse. Votre formation d'aptitude professionnelle n'est pas qu'un morceau de papier. C'est la preuve de votre maîtrise technique, de votre capacité à lire un terrain et votre aptitude à dompter des machines de plusieurs tonnes avec une finesse millimétrée. Être opérateur d'engins lourds dans les mines demande beaucoup de professionnalisme, de précision et de la rigueur dans la formation. C'est avec une immense joie et une grande fierté que nous vous accueillons aujourd'hui à cette cérémonie de remise d'attestation à nos vaillants apprenants en conduite d'engins lourds dénommée attestation d'aptitude professionnelle. Aujourd'hui, nous célébrons les fruits d'un travail acharné, de l'engagement et de la persévérance dont vous avez fait objet. Ces attestations symbolisent non seulement une étape importante dans votre parcours professionnel, mais aussi une contribution future au développement de nos industries et de nos infrastructures. À vous tous qui êtes là aujourd'hui, vous avez franchi avec succès une étape exigeante parce qu'il fallait prendre des décisions pour certains et il fallait désapprendre pour d'autres. Et c'est pour cela que je reste convaincu que vous avez acquis des compétences essentielles et prouvé votre aptitude à relever les défis majeurs dans ce secteur crucial. Vous savez, cette formation professionnelle ciblée est un facteur essentiel pour l'amélioration et la perfection de l'expertise locale, chose qui est recherchée aujourd'hui par notre fameuse loi sur le contenu d'eau locale dans l'écosystème minier. Seno Mining School est bâti sur une réputation solide, basée sur l'expertise, la qualité et la confiance, avec une équipe qualifiée dédiée à fournir des solutions efficaces et durables aux opérateurs miniers du Mali. On va parler de Mali sans parler des nouveaux types de Maliens. Et aujourd'hui, je pense que, comme les sages l'ont dit, dans un pays, quand on veut détruire, on détruit l'éducation. Et quand on veut construire, on construit l'éducation. Aujourd'hui, on est en train de voir beaucoup d'opportunités dans ce pays pour dire que ce pays est un terrain vierge. Il doit être reconstruit. On vous parle du secteur minier. Contenu local, vous avez prouvé, vous avez montré que voilà, au Mali, on a des ressources, on a les, comment on appelle là, on a les compétences pour pouvoir fournir quelque chose dans le cadre du contenu local. Ce n'est pas uniquement une initiative qui est liée proprement à Seno Mining ou bien les régions dans lesquelles Seno Mining travaille. C'est une initiative beaucoup plus régionale. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir une vision beaucoup plus régionale du point de vue sahélien, mais ouest-africain. Situé au Mali, Seno Mining Service est une entreprise leader dans les prestations minières et les travaux publics. Avec plus de 13 ans d'expérience, elle est spécialisée dans les forages, la réhabilitation des sites, l'assainissement et offre également des formations aux opérateurs d'engins de chantier tels que des bulldozers, chargeurs et pelles.
La section Amsardine Bamako Rive Droite a organisé sa traditionnelle rencontre le dimanche 4 janvier 2026 à Sirakoro, commune 6 du district de Bamako. Cette rencontre a été l'occasion de faire le bilan des activités de l'année écoulée et de définir le programme d'activités à venir en présence des responsables de la dite section. Le compte rendu est signé Mahamadou Benchirif Soumano Abdoulaye Diara. Cette rencontre de la section Ansardine Bamako Rive Droite avait pour objectif principal de dresser le bilan des activités de l'année passée et par la même occasion élaborer le programme des activités futures. Au cours de la cérémonie, les représentants de la section ont rappelé aux militants l'importance du paiement régulier des cotisations, soulignant que celle-ci constitue un levier essentiel pour atteindre les objectifs fixés par la section. Merci bien. L'objectif de la cérémonie de notre rencontre de ce jour, dimanche 4 janvier 2026, n'est pas autre chose que, depuis la mise en place du bureau de la section Bamako Rive Droite, donc lors de la première rencontre, le bureau s'est fixé des objectifs. Maintenant, parmi ces objectifs-là, nous avons décidé chaque premier dimanche du mois, le bureau se rencontre tôt le matin depuis les environs de 9h30 jusqu'au-delà de 14h30. 9h30, 14h30, le bureau d'abord, les 23 membres avec leur président à sa tête, le grand frère et que je salue ici, M. Amadou Traoré, celui qui coordonne, il est le président de la réunion. Donc on se concerte, ce que nous devons rencontrer et puis ce que nous devons faire avec les militants de la section rive droite. Aujourd'hui par exemple, lorsqu'on s'est réunis à 9h30, nous avons des objectifs. L'objectif c'est quoi? C'est-à-dire le bilan de l'année passée. L'année passée qui vient de finir tous de l'année 2025. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ensuite ce que nous devons donner comme conseil. Maintenant nous avons fait un programme pour qu'on rencontre les militants et puis les rencontre. Lors de cette rencontre, les responsables ont tour à tour rendu hommage au président du Haut Conseil islamique du Mali, également président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, pour son engagement constant, son leadership éclairé et son implication inlassable en faveur de la paix et la réconciliation du Mali. Voilà, et ce que je pouvais ajouter. Maintenant, l'année 2026 vient de commencer. Et la section a des objectifs. Parmi ces objectifs, nous avons fait des constats. Ces constats ne sont pas aussi camers que ça, mais vraiment parfois ça reste à nous donner beaucoup de difficultés. Donc parmi ces difficultés, nous avons conseillé réellement nos militants à veiller chaque fois ce que nous avons donné comme engagement à notre guide Cherif Ousmane Madani Haïdara, que je salue ici de passage jusque dans son quartier Bangoni. Maintenant, parmi ces difficultés, on a la lenteur un peu de nos cotisations, la lenteur un peu de faire passer les messages entre les militants et la lenteur d'échange entre les bureaux des comités, ensuite les bureaux des sous-sections. Maintenant, nous avons donné ces conseils à travers notre prédicateur, M. Abdoulaye Diabaté. Voilà, donc c'est sur ça que nous avons travaillé un peu ce soir aussi. Signalons que cette énième rencontre de la section Ansardine Bamako Rive Droite a pris fin par des bénédictions formulées pour la paix, la cohésion sociale et le développement du pays. Nous partons en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de sa tournée de prêche en Côte d'Ivoire, le fils du guide spirituel des Amsar, Seyd Iba Haïdara, a animé une nuit de prêche à Kachola. C'était en présence des fidèles musulmans venus de divers horizons et des autorités de la localité. Nos correspondants, Djakarija Dameli, avec la voix d'Alhamidou Badini. C'est dans une ambiance de grands jours que le fils du guide spirituel des Ansar signe son arrivée sur la place consacrée à la soirée de prêche. Les militants et sympathisants Ansar n'ont pas voulu se faire raconter l'événement, d'où cette présence massive pour écouter le message de Seyd Iba Haïdara, DGP pour les intimes. Vraiment, je suis très ravi de voir tous les invités
les invités hommes, les invités femmes, vraiment de voir, pour venir participer sur le grand événement prêche du shérif Iba Haïdara, dit DGP, le fils de shérif Oussama Madane Haïdara. Dieu merci, on est satisfait pour son arrivée. Vraiment, Dieu merci, les ancêtres de Kachula, vraiment, on n'a aucun mot à dire, sauf seulement, on va saluer toute la population du Kachula, toute la population de la Côte d'Ivoire, toute la population du monde entier. Voilà, pour l'arrivée du fils du shérif Ousmane Madane Haïdara, dit Iba, DGP. La présence d'Iba Haïdara à Katiola est motif de joie pour les membres Ansar qui ont longtemps attendu une telle occasion. La soirée de prêche est également un moment propice pour les militants de réitérer leur amour et engagement à l'endroit de la famille chérifienne, notamment le guide spirituel des Ansar, Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara. Nous sommes les élèves. Nous sommes les gens qui ont changé leur vie, qui ont changé tout pour que la famille chérifienne arrive à divulguer l'islam comme il se doit. Nous les soutenons de corps, âme et argent. Si aujourd'hui, il a plu à Dieu que Chérif Iba Haïdara soit présent chez nous aujourd'hui à Katiola ici, je ne dirais pas vraiment que c'est un miracle, mais plutôt c'est un don de Dieu. On a tellement rêvé à ça, on a tellement pensé à ça, et on ne voyait même pas par où on allait passer pour pouvoir avoir cette chance-là. Mais Dieu merci, l'an 2026 a été une année, dès le début, une année de joie pour nous, une année de bonheur pour nous, parce qu'en 2026, Chérif Iba Haïdara est présent chez nous ici, il est actuellement avec nous ici, et vraiment, il va faire des bénédictions pour nous. On remercie la famille chérifienne, à commencer à partir de notre papa, notre grand-papa, notre guide, notre maître, la solution à tous les problèmes de l'islam, l'épée de Dieu, la gloire de Dieu, la miséricorde de Dieu, que Chérif Ousmane Madane Haïdara. Auparavant, le fils du guide spirituel des Ansar avait rendu visite à certaines personnalités de la ville de Katiola. La première visite a été effectuée au bureau du conseil général de Katiola. Le président, c'est le ministre Khalil Konaté, mais il n'était pas là. Donc sa vice-présidente, qui est assez tout connue, qui a été la marraine de notre manifestation. La raison pour laquelle nous sommes passés leur dire bonsoir. Et après, nous sommes allés chez les chefs de canton, les propriétaires de Katiola. On appelle chez nous ici Droukoulou. Ce ne sont pas des musulmans, mais ils nous ont donné la route sur les terres, dans leur ville. Tout ce que nous devrons faire comme l'islam, on n'a qu'à le faire. Ils sont avec nous. Et après, nous sommes allés rendre visite à notre grand imam de la grande mosquée de Katiola, qui est El Hadj Saïd Sougoudoro, et aussi le représentant du COSIM. Il est le président du COSIM de la région du Hambol. Dans son adresse aux fidèles, Seyid Iba Haïdara de faire un rappel sur les grandes valeurs et comportements vertueux prônés par la religion musulmane. La soirée est sanctionnée par la prestation du serment d'allégeance. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire. La fille du guide spirituel des Ansar, Seyida Aminata Ousmane Haïdara dite Mimi, a organisé une soirée de prêche à l'occasion de l'anniversaire de la sainte fille du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Fatma Zahra, ce dimanche 4 janvier 2026 à Bouaké. Notons que cette initiative, qui est à sa 5e édition, a été gratifiée par la présence de 5 enfants de Seyid Chérif Ousmane Madane Haïdara. Il s'agit de Seyid Iba Haïdara, de Haruna Rachid, de Seyida Mama Anta et de Mimi Haïdara. Le correspondant Djakarija Dambélé avec la voix de Sadio Siribi. Dans le cadre de la suite des activités de l'anniversaire de la fille bien-aimée du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, la fille du guide spirituel des Ansar, Seyida Aminata Ousmane Haïdara dite Mimi, a initié une grande soirée de prêche réunissant plusieurs militants et sympathisants Ansar de Bouaké venus pour être témoins oculaires de cet événement annuel. Le 5e du genre, ils ont également tenu à faire un témoignage poignant sur l'initiatrice qui est Seyida Aminata Ousmane Haïdara dite Mimi, qui perpétue la tradition depuis 5 ans. Nous sommes réunis en ce jour dimanche
4 janvier 2025 pour la commémoration de l'anniversaire de Seydato Fatmatou Zahra alayhi salam, la fille du prophète Mohammed, qui est une initiative de notre Seyda Aminata Ousmane Aïdara, qui est la fille de notre guide Assid Cheikh Chérif Ousmane Madane Aïdara. Nous, en tant qu'association à Sardine, nous sommes à la disposition de notre guide Assid Cheikh Chérif Ousmane Madane Aïdara et de sa famille. C'est dans ce cadre que nous accompagnons sa fille dans la commémoration de ce grand événement qui est l'anniversaire de la fille de notre prophète, qui est Seydato Fatmatou Zahra alayhi salam. Nous profitons pour saluer les 2 responsables de nos fédérations, qui est Sila Daouda et le président Alassane Senou. Comme nous l'avons dit, nous en tant qu'association en Sardine nationale Côte d'Ivoire, fédération de Becker 1 et 2, nous sommes à la disposition de la famille de notre guide, Assid Cheikh Chérif Ousmane Aïdara, pour tout ce qu'il nous demande de faire. Donc cette grande cérémonie, qui est l'anniversaire de Fatmatou Zahra, il faut dire est l'initiative de la fille de notre guide, Seydato Aminata Ousmane Aïdara. Cette édition, 5e du genre, est inédite car plusieurs enfants du guide spirituel des Ansars au nombre de 5, notamment Iba Haïdara, Haruna Haïdara, Mama Haïdara, Anta Haïdara et Mimi Haïdara, ont tous participé à cette célébration marquant l'anniversaire de la fille bien-aimée du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ils sont venus directement de Bamako pour apporter leur soutien fraternel à leurs sœurs. La joie est immense. Je ne sais pas quoi depuis les mots me manquent. Parce que dans la vie, en tout cas, si tu te vois parmi les descendants du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi que l'anniversaire de Fatmatou Zahra, en tout cas, c'est une joie pour moi. Ce genre d'événement, on doit mobiliser les femmes. Les femmes qui ont compris l'islam et les femmes qui n'ont pas compris l'islam, puisque c'est l'anniversaire de la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on doit mobiliser les femmes en tout cas, parce que c'est l'anniversaire de tout le monde, parce que c'est notre grand-mère. Nous sommes vraiment très heureux, très émus de cette cérémonie. Grâce à cette initiative, beaucoup de femmes comprennent l'importance de Seyda Fatmatou Zahra et permet aux femmes de changer d'attitude. Sincèrement dit, nous sommes très émus, très reconnaissantes à Seyda, parce que c'est une initiative qui est très importante. Grâce à ça, nous sommes vraiment situés concernant Seyda Fatmatou Zahra. Ça nous permet de voir d'autres manières, de voir son importance sur la féminité. Nous remercions vraiment Seyda pour cette initiative. On remercie tout le monde, toutes ces personnes qui ont été présentes pour honorer ce prêche. Cette nuit ayant marqué la mobilisation de plusieurs militants et sympathisants Ansar de Bouaké a été une nuit particulière pour les uns et les autres de formuler des invocations divines afin que Dieu exauce leurs vœux. L'un des temps forts de la soirée a été le prêche de Iba Haïdara et son frère Haruna, qui ont tenu en haleine le public jusqu'à l'aube, prononçant les paroles divines relatives à l'anniversaire de la fille bien-aimée du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Vivement la 6e édition. Seyda Aminata Ousmane Aïdara s'est exprimée pour afficher son sentiment d'exaltation et de remerciement à l'égard de ses frères et sœurs qui sont venus apporter leur soutien fraternel. Suivons. Le sentiment de joie que j'ai aujourd'hui est tellement immense que je ne pourrais l'exprimer. Je dis merci à ces hommes et femmes qui ont contribué physiquement, moralement, financièrement pour la réussite de cet événement. Un grand merci à la Fédération en Sardine de Bouaké, Bouaké 1, Bouaké 2. Vous avez vu la motivation des femmes et de la jeunesse. Je ne pourrais leur remercier vraiment. Ils ont fait une grande mobilisation. Merci aussi au président national Adama Sako. Merci à la déléguée féminine Aïssata Sidibé. J'ai appelé mes 2 frères, Iba et puis Haroun. Vous avez vu, ils ont répondu à mon appel. Merci pour le respect et la considération qu'ils ont toujours eu envers leurs aînés. J'ai été honorée aussi
par la présence de mes deux sœurs qui m'ont fait une grande surprise. Et je pense que c'est le meilleur cadeau du nouvel an que j'ai reçu. Vraiment merci à tous les enfants, à tous les sympathisants. Je n'ai même pas de mots pour exprimer la joie que j'ai dans le cœur. Dieu seul sait ce que j'ai en moi-même aujourd'hui. C'est pourquoi les mots me manquent. Souvent c'est ça. Quand le sentiment est grand, les mots, souvent, on les cherche partout. On n'arrive pas à les retrouver. Vraiment, merci à tout Boaké, merci à la Côte d'Ivoire, merci à tous les anciens. L'actualité sur un tout autre plan, en bref et en image, avec la voix de Moussa Fomba. La terreur a de nouveau frappé le Nigeria ce week-end. Dans l'état du Niger, au centre-nord du pays, une attaque d'une violence extrême a plongé plusieurs localités dans la désolation. Ce dimanche 4 janvier, la police a confirmé un lourd bilan. Plus de 30 personnes ont perdu la vie et de nombreux autres ont disparu. L'attaque a commencé en plein après-midi, vers 16h30. Des dizaines d'hommes armés circulant en moto ont pris d'assaut le marché de Kasuwan Daji, dans le village de Demo. Selon plusieurs témoignages, les assaillants ont ouvert le feu sans distinction. Commerçants et clients n'ont eu aucune chance. Après les exécutions, ils ont incendié les étals. Ils ont ensuite pillé méthodiquement les boutiques. Leur objectif était clair, nourriture et biens de valeur. Le groupe s'est ensuite replié dans la brousse et a amené plusieurs otages. L'attaque de samedi ne constitue pas un cas isolé. Elle s'inscrit dans une offensive plus large. Les survivants affirment que les violences ont débuté dès vendredi dans les localités d'Aguara et de Borgou. Cette nouvelle tragédie survient dans un contexte sécuritaire déjà très dégradé. L'État du Niger est devenu une cible privilégiée des gangs armés. Il y a quelques semaines à peine, la région avait attiré l'attention internationale après l'enlèvement de plus de 250 élèves et membres du personnel d'une école catholique. Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a remporté un troisième mandat selon les résultats provisoires publiés lundi par l'autorité nationale des élections. Touadéra a obtenu 76,15% des suffrages lors du scrutin organisé le mois dernier. Selon ces résultats, élu pour la première fois en 2016, il avait été réélu en 2020 dès le premier tour avec 53,16% des voix. Le référendum constitutionnel de 2023 a supprimé la limitation du nombre de mandats et porté la durée du mandat présidentiel à 7 ans, permettant ainsi à Touadéra de briguer un troisième mandat. Âgé de 68 ans, l'ancien professeur de mathématiques a axé sa campagne sur les progrès sécuritaires, attribuant la reconquête du territoire aux rebelles et la signature récente d'accords de paix à ses alliances avec des contractants de sécurité russes issus de la restructuration du groupe Wagner, ainsi qu'avec les groupes rwandaises. Ces partenariats ont renforcé l'influence de Moscou dans ce pays riche en ressources minières, la Russie ayant obtenu un accès à l'or, au diamant, au lithium et à l'uranium. La journée de vote s'est déroulée dans le calme dans l'ensemble, selon les observateurs internationaux, notamment l'Union africaine et la MINUSCA, malgré une insécurité persistante dans certaines régions de l'Est du pays. L'administration du président américain Donald Trump a exigé que la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, cesse ses livraisons de pétrole au pays que les États-Unis considèrent comme leur adversaire. Information rapportée par Politico. Selon le journal, des responsables américains ont indiqué à Delcy Rodríguez qu'ils attendaient d'elle au moins 3 mesures: la répression du trafic de drogue, l'expulsion des agents iraniens, cubains et autres agents de pays ou de réseaux hostiles à Washington, et l'arrêt des ventes de pétrole aux adversaires des États-Unis, selon un responsable américain au fait de la situation et une personne proche des discussions internes de l'administration. Le rapport ajoute que la partie américaine s'attend également à ce que Rodríguez finisse par faciliter la tenue d'élections libres et se retire, ont indiqué les deux sources. Mais les échéances concernant ces exigences restent floues et les responsables américains insistent sur le fait qu'aucune élection n'est imminente. Le 3 janvier, Trump a déclaré que les livraisons de pétrole vénézuélien à la Chine se poursuivraient. Il a également souligné que les États-Unis entendaient vendre du pétrole vénézuélien à d'autres pays et augmenter le volume de ces livraisons. Le 5 janvier, Maduro et son épouse ont comparu devant le tribunal du district des États-Unis pour le district sud de New York. Les autorités américaines les accusent d'implication dans un trafic de drogue, accusation que les deux accusés nient. Trump a également affirmé que les États-Unis assumeraient une gouvernance intérimaire au Venezuela. De plus, le président américain s'est dit confiant que Washington obtiendrait de Caracas
des compensations pour les compagnies pétrolières américaines. Le président colombien Gustavo Petro a déclaré qu'il serait prêt à prendre les armes pour défendre son pays et s'est dit confiant que les Colombiens se rallieraient à lui si les États-Unis tentaient de le capturer, comme ils l'ont fait pour le dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro. Bien que je n'ai jamais été soldat, je sais ce que sont la guerre et la guérilla, a écrit Petro sur X. J'ai juré de ne plus jamais reprendre les armes après l'accord de paix de 1989, mais pour la patrie, je reprendrai une fois de plus des armes que je n'aime pas, a-t-il écrit sur X. Dans sa jeunesse, Petro était membre du mouvement du 19 avril, un groupe de guérillas d'extrême gauche. Petro s'est également dit convaincu que le peuple colombien le soutiendrait. Il a ajouté avoir ordonné la révocation de plusieurs colonels du service de renseignement de la police pour communication de fausses informations préjudiciables à l'État. J'espère que le secrétaire d'État américain Marco Rubio ne croira pas à ces mensonges, a déclaré Petro. Auparavant, le président américain Donald Trump n'avait pas exclu la possibilité d'une opération militaire en Colombie, évoquant la lutte contre le trafic de drogue. Le premier ministre du Groenland, Jens Frederik Nielsen, a déclaré qu'il considérait les déclarations des États-Unis concernant l'île comme irrespectueuses et inacceptables, appelant Washington à cesser de nourrir des fantasmes d'annexion. Nous sommes un ami proche et fidèle des États-Unis depuis des générations. Nous avons toujours été solidaires dans les moments difficiles, a-t-il écrit sur Facebook. Publication interdite en Russie appartenant à la société Meta, considérée comme extrémiste en Russie. C'est précisément pourquoi la rhétorique répétée des États-Unis est totalement inacceptable lorsque le président américain parle de son besoin du Groenland et nous associe au Venezuela et à une intervention militaire. Ce n'est pas seulement faux, c'est irrespectueux, a ajouté le Premier ministre. Nielsen a souligné que l'île n'est pas un enjeu de rhétorique entre grandes puissances, mais un peuple et une démocratie qui doivent être respectés, notamment par des amis proches. Les menaces, les pressions et les discussions sur l'annexion sont inacceptables entre amis. Ce n'est pas ainsi qu'on s'adresse à une nation qui a maintes fois fait preuve de responsabilité, de stabilité et de loyauté, a-t-il écrit. Trop c'est trop, plus de pression, plus d'insinuations, plus de fantasmes d'annexion. Le Premier ministre a déclaré que le Groenland restait ouvert au dialogue. Nous sommes ouverts aux discussions, mais elles doivent se dérouler dans le respect des instances officielles et conformément au droit international, a conclu M. Nielsen. Et c'est ce qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Chérifla TV.